maintenant, on va, dans une logique de masse, parler de transport public, c'est pas forcément incohérent. Du coup, on va en parler avec justement l'Union internationale des transports publics, représentée par Sylvain Aon, directeur principal stratégie, afin de tirer les constats et aussi se projeter sur le futur du transport public. Sylvain, je t'invite à me rejoindre. Vous pouvez l'applaudir. Bienvenue. Bienvenue. Alors, on ne va pas être très original, mais est-ce qu'on pourrait partir d'un premier constat, bonjour, d'un premier constat sur ce transport public dont la fréquentation a fortement diminué, c'est le cas de le dire. Où en sommes-nous aujourd'hui, Sylvain? Alors, où on en est, vous n'êtes pas censé lire le détail du graphique, hein, ne vous inquiétez pas. Bonjour à tous d'abord et merci pour l'invitation. Le transport public a été très sévèrement touché par la pandémie, ça on le sait, avec une baisse de la fréquentation très forte dès les premiers mois, puisque ça a été le confinement le plus dur. On a eu ensuite une reprise progressive, alors au gré des confinements et reconfinements dans le monde, pour essayer de donner une perspective un petit peu globale, en dents de scie, mais globalement un retour progressif des usagers. Avec ceci dit, aujourd'hui on peut faire le constat, on a trois choses à constater. La première, c'est que personne, ou vraiment très rarement, n'a retrouvé les niveaux de fréquentation qu'on avait au début de l'année 2020, alors qu'on avait une tendance historiquement record dans beaucoup d'endroits. Deuxième chose, il y a des différences importantes entre les villes, et je crois que c'est quelque chose à rappeler aussi pendant tout mon propos, qui tendent à identifier des tendances générales, mais il y a des différences importantes entre villes, qui s'expliquent pour différents facteurs, on y reviendra peut-être un tout petit peu. Et puis, on a des différences entre régions du monde. On a une reprise plus forte en Asie, un peu plus forte qu'en Europe, on va dire, et assez nettement moins forte dans les Amériques, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Il y a plusieurs facteurs, pour cela, il y en a qu'on a un petit peu de mal à comprendre, il y en a qui s'expliquent assez simplement. Les plus évidents et les plus importants, c'est effectivement l'intensité de la pandémie. Ce sont les mesures mises en place par les autorités publiques, et surtout, encore plus que les mesures, les messages envoyés par les autorités publiques sur l'utilisation du transport public. Parfait, merci pour cette big picture de ce qui se passe actuellement. Effectivement, alors quand est-ce que, c'est pas une question forcément facile, mais vous pensez retrouver les niveaux de fréquentation d'avant la pandémie? Est-ce qu'on va les retrouver? C'est un premier point aussi. Et puis, est-ce que les habitudes de déplacement n'ont pas forcément changé à long terme, avec notamment l'immersion du télétravail? Ça, c'est la grande question. Alors, encore une fois, la slide, je ne sais pas revenir en arrière, en fait. Ouais, je vais rester là-dessus. C'est la grande question, et la réponse, encore une fois, diffère entre les villes. Ce qui est certain, c'est qu'on observe une modification, au moins partielle, des habitudes de déplacement. On doit être prudent sur l'intensité des changements, mais il y a des changements, et ils touchent en particulier certaines catégories de population, puisqu'on a bien vu qu'en fait, quand on a maintenu le transport public, ce sont les travailleurs essentiels, ce qu'on appelait travailleurs essentiels, qui étaient les principaux dans la fréquentation. Le développement du télétravail est probablement aussi un des principaux facteurs de changement de ces habitudes. Les politiques publiques, la ville de 15 minutes, entraîne aussi une évolution des fonctions urbaines, comme le développement du télétravail et une modification des habitudes de déplacement. On observe aussi, et la question en fait, elle est de savoir si on va retrouver, les niveaux de fréquentation qu'on avait avant la pandémie, et deuxièmement, les modes de déplacement. Et en fait, il est très probable que quantitativement, dans certaines villes, ça sera très compliqué. Et ça a une influence sur le transport, évidemment, sur les entreprises de transport public. Mais aussi qualitativement, on a probablement un lissage de ce qu'on appelle de la demande de mobilité dans la journée, puisque si on a moins de déplacements domicile-travail, on voit par contre un retour de la fréquentation beaucoup plus rapide sur les horaires qui étaient plutôt les heures creuses auparavant, mais aussi dans la semaine, puisqu'on peut avoir davantage de déplacements qui sont faits pour des raisons qui ne sont pas liées au travail, donc à des horaires ou des jours comme le week-end. Et on observe
dans certaines villes, un retour de la fréquentation, par exemple le week-end, plus important que dans la semaine. Sachant que certaines de ces tendances étaient déjà là auparavant, qu'on avait déjà probablement surestimé la part des déplacements de domicile-travail dans certaines villes. Alors il faut émettre des réserves par rapport à ces évolutions, parce qu'en parallèle, il y a une urbanisation constante, voire qui continue d'être très forte dans pas mal d'endroits dans le monde. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans l'étude récente sur l'évolution de la mobilité en Ile-de-France, faite conjointement par l'ESSEC et Transdev. Donc là, je viens vraiment à quelque chose de beaucoup plus local, où globalement, la métropole, la mobilité à l'échelle de, je dis de Grand Paris, je ne suis pas sûr que ce soit à l'échelle qu'ils prennent, mais en tout cas, on va dire de l'aire métropolitaine d'Île-de-France, devrait augmenter, donc la fréquentation devrait revenir. Donc il y a différentes dimensions à prendre en compte. Et aussi évidemment la différence entre les différentes villes. Voilà. Alors finalement, en quoi ça impacte alors les transports publics en général et puis les entreprises de transport public selon vous? Donc quand nous, l'UITP, on consulte nos membres, on voit un travail vraiment important sur l'évolution du modèle économique du transport public. On a une augmentation des coûts avec un effort accru sur l'amélioration de l'expérience client qui est liée aussi à la pandémie. On a une évolution de la structure des coûts avec différents facteurs, mais par exemple l'électrification des flottes de bus. Et puis on a aujourd'hui plus ou moins amorti, enfin qui se profile, une explosion de la facture énergétique. Donc un travail important sur l'évolution du modèle économique, un investissement dans les technologies pour compenser en partie en gagnant en efficacité sur les opérations, en particulier sur la maintenance, et puis un travail sur une diversification ou une redéfinition de l'offre de transport qui va de pair en fait avec ce que nous on a appelé la redéfinition du transport public, c'est-à-dire de considérer non pas uniquement le transport public de masse comme un service de mobilité indépendant de tous les autres services de mobilité collectifs et partagés qu'on connaît. Donc ça c'est l'autre volet, la conséquence, et cette accélération, alors on appelle ça la redéfinition du transport public, mais l'accélération du travail sur la redéfinition des services, y compris le service de transport public de masse, en particulier de bus, pour optimiser en fait avec notamment le transport à la demande, mais pourquoi pas avec d'autres types de services, et l'offre de mobilité, en repartant des besoins des usagers, des citoyens, des voyageurs, des clients, appelons-les comme vous voulez. Alors, ça passe par davantage d'intégration, ça passe par le fameux MaaS. J'en ai déjà entendu parler, on entendra davantage parler plus tard. J'ai vu sur le programme, donc je dirais pas autre chose là-dessus, mais ça passe aussi par un certain nombre d'initiatives complémentaires qui vont de modes de hub multimodaux physiques au paiement, à la formation, etc., jusqu'au MaaS. Alors, volontairement provocatrice ma question, mais quand même, si la demande elle évolue, si les voitures deviennent électriques, si on marche, on fait de plus en plus de vélos électriques lui aussi, en quoi les transports publics d'aujourd'hui sont-ils encore utiles? Est-ce qu'ils ont encore un avenir et comment on va les connaître plus tard finalement? On a entendu précédemment les enjeux auxquels on fait face, les enjeux climatiques, les enjeux liés à la transition énergétique et leur impact économique, et on ne peut pas décemment considérer la ville de demain, qui demeure, on dirait, le lieu d'interaction sociale le plus dynamique, sans penser une ville qui se structure idéalement autour d'un réseau, d'une colonne vertébrale, fait du transport public de masse. Et le petit cheminement qui est là, qui sont les différents éléments d'un système de mobilité urbaine durable, pour faire écho au titre du forum, mais réellement le transport public de masse au centre. Et les avantages sont, ou les bénéfices dont on a besoin permettent de se confronter aux grands problèmes. D'abord, la santé, on parle du vélo, vous m'avez parlé du vélo et de la marche, ce qui est très bien. Je crois qu'il faut absolument qu'on évite à tout prix le piège d'opposer les modes actifs et le transport public. Le transport public induit
davantage d'utilisation du vélo, davantage d'utilisation de marche. Et de toute façon, c'est l'ensemble de ces déplacements qui offrent différents types de possibilités qui permettront de fournir des alternatives à la voiture individuelle et permettront d'obtenir une certaine part de report modal. Et avec cela, on contribue à améliorer la qualité de l'air. Donc, deuxième élément lié à la santé, qui probablement, moi je pense, est un argument qu'on ne met pas suffisamment en avant. Donc, induire activité physique, réduire les maladies liées à ce manque d'activité physique, plus amélioration de la qualité de l'air, en particulier avec l'électrification des flottes de bus, et puis un report modal ou un développement du transport public qui permet de faire face aux défis climatiques. Dans certaines villes où une méthodologie d'évaluation de l'impact du report modal sur les émissions de CO2 a été appliquée, on arrive à un résultat où à peu près une augmentation d'1 tonne d'émissions de CO2 pour le transport public résulte en 7 tonnes de moins pour l'ensemble du système de transport. Donc ça, c'est le deuxième élément. Le transport public, c'est également, et ça aussi, on a plusieurs études en Europe là, qui le montrent, c'est 1 euro d'investi, 4 euros de produits supplémentaires pour l'économie. C'est l'accessibilité pour tous, en permettant davantage, via la connectivité et via des services sur le territoire, de renforcer l'inclusion sociale. Et puis, c'est un soutien à l'emploi. Le transport public, c'est 20% de l'emploi des transports en Europe. Merci beaucoup, Merci beaucoup. Sylvain. On peut applaudir, mais bien sûr, allez-y.